Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur M&M. Alors tout d'abord, un grand merci à tous pour vos messages, pour vos retours, pour vos commentaires, pour les messages en privé, tout ça. Franchement, c'est cool de votre part, ça fait plaisir à lire, continuez comme ça. Plus on aura de retours et plus ça nous encouragera à continuer et puis à vous proposer du contenu, c'est de se diversifier. Du coup, grâce à tous vos commentaires, et ben voilà, la vidéo arrive. Vous avez été nombreux à nous demander un petit speech sur le maintien des Viridis et sur les différentes façons de les maintenir. Et on va vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Ok, alors dans un premier temps, on va essayer d'éplucher un petit peu ce qu'on trouve comme info globalement sur internet, sur les forums, même dans certains bouquins, peu importe. Globalement, il s'avère que quand on cherche des infos sur le maintien des Viridis, on nous conseille un maintien humide, avec une hygrométrie proche des 70-80%, des températures, on peut lire entre 30 et 32, et on vous conseillera régulièrement de faire des pulvérisations pluriquotidiennes, donc plusieurs fois par jour. Alors, on va essayer d'éplucher ça d'un petit peu plus près, et voir si dans la pratique c'est vraiment ce qu'il faut faire ou pas. Ok, donc petite parenthèse, avant de commencer les explications, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et les retours d'expérience qu'on va mettre en avant, c'est avant tout nos retours d'expérience et c'est aussi notre façon de faire à nous. Ça veut pas dire que si vous faites pas comme ça, c'est pas bon, non, on n'est vraiment pas là pour ça. On nous a demandé comment est-ce que nous on maintenait les Viridis, donc on va vous l'expliquer, ça fait plusieurs années maintenant qu'on en maintient. On arrive là, dans les années à venir, à commencer la reproduction, donc ce sont des spécimens qui vont plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'était un petit truc, une petite parenthèse que je voulais mettre en avant. Faut pas que vous pensiez mal faire sous prétexte que vous faites pas comme nous. Il y a différentes façons de faire, il y en a qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Donc à partir du moment où la vôtre fonctionne parce que vous le voyez et que c'est avéré sur vos observations et que votre animal est en bonne santé, il n'y a pas nécessairement besoin de changer quoi que ce soit. Alors, pour revenir sur les 3-4 infos qu'on trouve globalement, pour nous, le seul truc vraiment à retenir, ça va être le gradient thermique. On nous annonce un peu partout des gradients thermiques entre 30 et 32. Personnellement, je pense que ce gradient est un petit peu plus important. Nous, dans l'élevage, on va dire qu'on leur propose en journée entre 29 et 31 degrés, selon où est-ce qu'ils vont se trouver dans le terrarium. Et puis de nuit, on va essayer de descendre 24 et 26 grand max. Sinon, sur le reste, on va le voir un petit peu plus en détail. On va commencer à nous parler d'une hygrométrie de 70 à 80%. C'est énorme. Je pense que ça, c'est un truc que la plupart d'entre vous prennent trop à cœur dans leurs installations. Souvent, quand on me demande des conseils, que ce soit sur l'élevage, en format ou autre, on me demande de donner vraiment un chiffre, de chiffrer l'hygrométrie. Je pense que ça, c'est une plaie pour quasiment tout terrario. Globalement, vous n'avez pas besoin de vous focaliser sur un chiffre précis. Déjà, nous ici en France, nos hémisphères, on a un taux d'hygrométrie ambiant, quoi qu'on fasse dans nos maisons, dans nos appartements, qui va être entre 50 et 65% dans l'air, selon les saisonnalités. Et il faut savoir que ça, pour la plupart des reptiles, c'est suffisant pour leur maintien. Alors évidemment, pour certains qui vont vraiment demander une hygrométrie un petit peu plus importante, à ce moment-là, on met en place des systèmes de pulvérisation automatique ou même on fait des pulvérisations pluriquotidiennes à la main. En l'occurrence, pour le Viridis, il s'avère que c'est pas une nécessité. De plus en plus d'éleveurs dans le milieu, et nous y compris, on s'accorde tous à dire que il n'y a pas besoin de se casser la tête à faire 3 pulvérisations par jour, que bien au contraire, souvent, c'est quand on procède de cette façon-là qu'on observe des infections respiratoires ou autres. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on parle pour nous, notre expérience. Dans l'élevage, nous, on a opté pour un maintien, ce qu'on appelle semi-humide. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup d'autres gens, les pulvérisations, on va en faire, mais on va en faire peu. On va en faire 2-3 maximum par semaine. C'est des pulvérisations relativement courtes qui vont durer, je sais pas, genre 10-15 secondes grand max. À côté de ça, on va leur mettre à disposition une petite gamelle d'eau, enfin une bonne gamelle d'eau dans le terrarium pour pouvoir apporter un point d'eau et puis une petite hygrométrie ambiante qui aide quand même un petit peu. Sinon, mis à part ça, rien de plus. On n'a pas de pulvérisation automatique. Je vous dis, on n'y va pas tous les jours et 3 fois par jour pour les pulvériser puisque ça sert à rien. Il faut savoir une petite chose là-dessus, c'est que à titre d'exemple, tous nos Viridis ont toujours mué parfaitement, sans aucun accro, sans aucun besoin de bain ou autre. Donc c'est bien la preuve que
c'est pas une nécessité de les maintenir à 80% d'hygrométrie. Okay. Ensuite, au niveau de la taille des terras. Nous ici, par exemple, on fait que du Jayapura. Le Jayapura, dans les Viridis, c'est une des plus petites localités. C'est vraiment un Viridis particulièrement petit par rapport à certains. Du coup, bon, bah, pour nous, dans notre cas, on n'a pas besoin de terras super grands. Il faut savoir que là, actuellement, vous le verrez là dans les images, on en a un qui est dans un 45-45-45. Vous allez voir que c'est quand même amplement suffisant par rapport à son gabarit, qu'il a de l'espace, qu'il peut bouger, il a ses deux perchoirs, donc il se thermorégule assez facilement. Et puis on a essayé de densifier un petit peu l'aspect déco pour qu'il puisse être assez à l'aise dans son environnement et pas stressé. Ça, c'est un spécimen en Jayapura, celui-ci a à peu près 2 ans. Donc il n'est pas encore adulte. Évidemment, ce ne sera pas son terrain définitif, hein, je le dis, mais ça me semble évident. On aime adapter les environnements et les biotopes, les tailles de terrain, en fonction de l'âge et du gabarit des animaux. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc après, vous, selon la localité que vous allez maintenir, on va essayer de vous donner une moyenne. Encore une fois, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre. On va dire que c'est un minimum pour proposer un environnement convenable à l'animal pour qu'il puisse se stimuler correctement, etc. On va parler sur des tailles en hauteur. On va commencer par la hauteur. La hauteur, selon vos localités, un terrain de 60 à 90 de haut sera suffisant pour du Viridis, d'accord? Donc ça vous donne quand même une bonne fourchette. Ensuite, au niveau de la longueur, cette fois, donc on va essayer de prendre entre 60 et 80 de long et sur une profondeur à peu près équivalente, 60 à 70 de profondeur. Nous, à titre d'exemple, pour les Jayapura, les terras définitifs sont déjà prêts. On est sur du 70 de profond, sur 75 de haut et 75 de large. Voilà. Ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on compte leur proposer quand ils seront adultes. Au niveau des méthodes de chauffage, alors pareil, vous trouverez un petit peu tout. Il y a des plafonds chauffants, les tapis chauffants, des fois on voit certains collés soit sur la paroi, soit sur le plafond. Les câbles qui sont parfois adaptés, on en voit des fois collés dans des plafonds aussi, ou alors on crée un petit coffrage dans lequel on fait passer son câble pour faire un plafond chauffant. Nous, on n'est pas super fan de ces systèmes de chauffage, en tout cas pour le Viridis. Le plafond chauffant, on a vu pas mal de personnes avoir des soucis avec, donc c'est pas un produit que je me verrais conseiller demain. Ensuite, tout ce qui est câble chauffant et tapis chauffant, on est relativement terre à terre dans l'élevage. À la base, les tapis, c'est fait pour être au sol, les câbles chauffants, c'est plus ou moins fait pour ça aussi. Du coup, on se voit pas trop aller en coller en haut ou quoi. Bon, ça nous semble pas trop sécure tout ça. Donc on préfère tout simplement la lampe chauffante. En plus, ça nous paraît plus naturel, si on peut dire ça comme ça. Au moins, l'animal il est chauffé par le dessus, ça dégage un peu de lumière. Ils aiment bien se laisser dorer au soleil en dessous. Donc voilà, vous pouvez faire la même chose. Hein. Et puis, ce que tout le monde ne conseille pas forcément, alors c'est pas obligatoire, il n'y a aucune obligation là-dedans, mais c'est vrai qu'on a pu observer que c'était quand même plus sympa d'avoir un petit point de lumière UV en plus à proposer à l'animal. Encore une fois, pour plusieurs raisons. La première, on va dire qu'elle va être visuelle, si on le voit dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est certain que les couleurs ressortiront mieux sous UV que sous une lampe jaune. Celle qui nous semble à nous la plus importante, c'est qu'encore une fois, ça permet à l'animal d'être stimulé. On le voit sur les périodes de reproduction, on le voit sur tout ça. Souvent, ça aide quand on a une vraie dégressivité dans le temps d'éclairage et quand on a de l'UV qui est présent. Donc ça, c'est un truc en revanche que je vous conseille. Encore une fois, c'est pas obligatoire, vous n'aurez pas besoin de le mettre sous UV pour le maintenir correctement. On va présenter ça comme un petit plus. Nous ici on l'a fait, c'est-à-dire que dans la batterie définitive, en fait, en haut, on a été collé un néon qui fait les 2 terras direct. Et du coup, ils auront au moins une petite source d'UV en plus par la suite. Au niveau du temps d'éclairage cette fois-ci, le temps d'éclairage, encore une fois, il va varier en fonction de la saison. On va vous redonner une fourchette, on va dire qu'en moyenne, on va essayer d'éclairer au plus bas 9 heures par jour, au maximum 12 heures par jour. C'est plutôt pas mal. Et puis ça vous permet comme ça, de cette façon, de pouvoir soit augmenter progressivement, soit diminuer dégressivement pour pouvoir cycler vos animaux. Donc voilà, entre 9 et 12 heures. Côté nourrissage, rapidement, pas de difficulté particulière. En général, c'est des animaux qui mangent plutôt pas mal. Si vous en avez des réticences, il y a des petits coins à stimuler qui peuvent être cool. Soit le bout de la queue, en général, ça les réveille bien. Soit ici, près de la nuque, ils ont tendance à être assez réac à ces endroits-là, donc vous pouvez les chatouiller un peu avec la proie. Ça va être principalement du rongeur. Vous pouvez de temps en temps
changer un peu, donner du poussin ou autre. Par contre, perdez pas de vue que le poussin, ça reste un laxatif naturel. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Et donc, ça peut créer des surprises au nettoyage du terrain. Il faut s'y préparer. Je pense pas que ce soit bon de ne donner que ça, parce que justement, c'est tellement laxatif qu'à mon avis, il rend plus qu'il ne garde. Mais si vous voulez de temps en temps varier un petit peu la lime, rien ne vous en empêche. Du moment que vous êtes prévenu, c'est quand même préférable. Sinon, globalement, au niveau de la fréquence, tant que c'est du juvénile, on va être sur une présentation systématique par semaine au niveau des proies, histoire d'être sûr de s'assurer qu'ils grandissent correctement et puis qu'ils mangent à sa faim. Après, une fois que l'animal est bien démarré, on peut déjà plus se fier à lui, se fier à son comportement. Le viridis fait ce qu'on appelle un leurre, c'est-à-dire qu'avec le bout de sa queue, il imite un peu les asticots pour attirer les oiseaux dans la nature. Et dès qu'il a faim, dès qu'il se met en mode chasse, vous pourrez l'observer sur votre spécimen, il se posera sur sa branche en anneau, et puis il aura le bout de la queue qui pendra, et puis avec laquelle il fera des petits leurres. Donc ça, c'est un signe que votre animal est en chasse, il a la dalle, et donc quand il sera un peu plus grand, vous pourrez davantage vous y fier au niveau de la fréquence pour pouvoir de cette façon nourrir, entre guillemets, à la demande. Toujours pareil, ne pas tomber dans l'excès, parce qu'il y a des spécimens, c'est rare mais ça arrive, il y a des spécimens qui leurrent quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que le truc qu'il bouffe aujourd'hui, dans 2 jours il se remet à leurrer. Vous vous doutez bien qu'il ne faudra pas lui refiler une souris tous les 2 jours. Aujourd'hui en captivité, globalement, on a quand même tous plus ou moins tendance à surnourrir les animaux. Donc ça me semble important de le dire. Bon voilà, je pense que globalement on a fait le tour. Pour finir rapidement, il y a encore une méthode qu'on n'a pas abordée, qui est la méthode sèche, parce qu'il existe bel et bien une méthode sèche pour maintenir le viridis. Alors nous ici dans l'élevage, on ne l'applique pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite vous emmener chez un pote qui lui l'applique dans son élevage de viridis. Je vous dis à tout de suite, c'est parti. Et voilà, c'est parti pour la suite. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, on est ici accueilli par mon pote Salvatore, qui est éleveur entre autres de viridis, pour aborder principalement la méthode sèche, puisqu'encore une fois c'est une autre possibilité que vous avez dans le maintien de vos viridis que nous on ne fait pas, donc on n'a pas abordé pour l'instant. Eh bien, merci. Donc déjà effectivement cette méthode est une méthode que moi j'ai pas inventée de toute façon. C'est une méthode qui consiste à ne pratiquement pas vaporiser les viridis tout simplement. Moi je les vaporise pour le fun éventuellement une fois par mois. Je fais vraiment pas de vaporisation dans mes terras et pour commencer, en fin de compte, voilà, j'ai quelques exemples de nus de chaussettes en fait, qui sont faites avec la méthode sèche. Le premier point déjà, c'est de se demander est-ce que la vaporisation est vraiment utile pour le viridis. Alors c'est vrai que dans la nature, on a tendance à dire en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tous les matins, il y a de la rosée, voilà, c'est assez... bon, jusque-là, d'accord, seulement on n'est pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on est dans un milieu qui est complètement clos. Donc après, moi la question que je me suis posée avant d'entamer la méthode sèche, quelle est la vraie raison pour laquelle j'arrêterais de vaporiser mes serpents? On se demande en fait si la mue est réellement liée à l'hygrométrie ou plutôt à l'hydratation. En fait, l'hygrométrie va être ambiante, donc l'hygrométrie va jouer sur la surface de la peau, donc ce qui peut être une bonne chose pour la mue. Mais dans tout le processus de mue, il y a eu un petit papier là-dessus d'Olivier Marquis, si on peut le nommer. Tout à fait. Il y a eu un petit papier d'Olivier Marquis sur le bulletin de l'AFT à ce sujet-là, qui est super intéressant et qui tend à un petit peu, alors je dirais pas à démontrer, parce que je pense que ça plairait pas au doc qu'on dise qu'il cherche à démontrer quelque chose, mais qui tend à favoriser effectivement le fait que dans le processus de mue, l'hydratation du serpent est très importante. Donc, et qu'elle est indépendante au final. Et qu'elle est totalement indépendante de l'hygrométrie. Si on sépare hygrométrie et hydratation, on a déjà donc l'hygrométrie qui en elle-même consiste à... C'est tout simplement des gouttelettes en suspension dans l'air. Si ces gouttelettes en fait restent en suspension dans l'air sans que le terrarium soit bien ventilé, Mike a abordé le sujet dans la première partie de la vidéo, on a un développement bactérien qui se crée, et ce développement bactérien va favoriser certaines maladies, alors que ce soit des maladies de peau, des maladies, des infections respiratoires. Le développement bactérien de toute façon n'est jamais très bon. L'idéal quand on veut utiliser la méthode humide ou semi-humide, c'est effectivement d'avoir un terrarium bien ventilé. De mon côté, moi j'utilise des les sont des terrariums qui somme toute sont ventilés par le biais des petites ouvertures là, et puis des aérations à l'arrière du terrarium. Maintenant il y a quand même des parties, surtout en hauteur, qui sont pas forcément super bien ventilées. Donc
Moi j'ai commencé par me dire que si je vaporisais trop, au bout du compte, j'aurais trop de gouttelettes en suspension, trop de développement de condensation, développement bactérien. Et du coup, ma bête qui est située donc, dans la partie haute du terrarium stagnerait dans ce développement bactérien, dans cet environnement qui est pas très sain. Pourquoi on vaporise en fait un viridis? La plupart du temps, on vaporise un viridis pour qu'il boive. Ça m'a amené à une autre réflexion qui vaut ce qu'elle vaut. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment pas à prendre pour argent comptant. Au bout du compte, quand on vaporise un viridis, donc, il va boire des gouttelettes sur son corps, sur le décor, etc. Mais est-ce que réellement il s'hydrate? Il va se désoiffer, il va pas forcément se désaltérer. Justement. Voilà, il va pas forcément s'hydrater en tout cas. Pour moi, en fait, je prenais l'exemple tout à l'heure quand on en discutait avec Mike, si on se met 5 shots d'eau, tout simplement, devant nous, et puis qu'on boit les 5 shots d'affilée, on va avoir bu, on va avoir l'impression d'avoir bu, mais est-ce qu'on aura assez bu pour s'hydrater? Moi, j'en suis pas persuadé. Je me dis que si le serpent en fait, se désoiffe en buvant les petites gouttelettes sur son environnement ou sur son corps, il va pas forcément aller boire dans sa gamelle. Donc s'il va pas boire dans sa gamelle, il va pas forcément bien s'hydrater, et donc on va avoir majoritairement des mues qui vont foirer. Moi, c'est un peu ce que j'avais remarqué. Maintenant, c'est pas le cas chez tout le monde. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'est propre. Du coup, je me suis dit, je vais arrêter de les vaporiser. Je vais déjà diminuer les vaporisations et je vais voir s'ils vont boire. Et au bout du compte, je me suis rendu compte qu'au bout de quelques jours, ils allaient tous boire à la gamelle. Donc, à partir du moment où je vois que mes viridis boivent, s'hydratent en fait tout seuls, j'arrête de les vaporiser. Je commence par diminuer, que ce soit pas non plus trop brutal, mais je commence par diminuer les vaporisations et puis après j'arrête totalement de les vaporiser. Et au bout du compte, ça me donne des mues qui sont somme toute super intéressantes. Alors je dis pas que j'ai 100% des mues qui sont réussies. Non, j'ai certaines bêtes qui m'ont jamais foiré de mue, j'ai certaines bêtes qui vont m'en foirer 1 ou 2 sur 10, mais majoritairement j'ai pas de problème de mue. Et alors, petit point quand même important qui reste à souligner, c'est que souvent aussi ce qu'on voit, c'est que les personnes qui maintiennent le viridis en méthode dite humide ont souvent tendance à du coup zapper la gamelle. Et nous en tout cas, c'est un des points sur lesquels on est vraiment le moins d'accord, s'il y en a un à mettre par-dessus les autres. C'est qu'il ne suffit pas de les vaporiser, encore une fois, et Salvatore vient de l'exposer, pour être sûr que l'animal s'hydrate correctement et aille bien. La gamelle, elle est primordiale, peu importe votre méthodologie et peu importe votre façon de maintenir vos bêtes, que ce soit humide, semi-humide ou sec, il leur faut des bonnes gamelles d'eau pour vraiment leur permettre de s'hydrater correctement et d'aller boire correctement. Alors ça, on va le voir de toute façon, on doit le voir sur une des photos qui doit défiler. Là en ce moment même, il y a un de mes mâles sorong qui est dans sa gamelle. Il n'a pas de problème particulier, il n'a pas de problème de santé, il n'a pas de problème d'acarien, il n'a aucun de ces problèmes-là, mais il est dans la gamelle. Et quand Mike est arrivé, le mâle à roux était aussi dans sa gamelle, et bon là il en est sorti. À partir du moment où on leur laisse de quoi se baigner, et surtout où on leur laisse la possibilité de bien s'hydrater, en règle générale, en tout cas, chez moi, ça roule tout seul. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que ça marchera chez tout le monde. Ce qui peut jouer aussi, c'est, donc comme j'expliquais tout à l'heure avec mes terrariums, donc ce qui peut jouer aussi avec les terrariums moulés, c'est comme on n'a pas de ventilation sur le dessus des terrariums, du coup, l'humidité stagnant, quand même l'humidité ambiante en fait, stagne à ce niveau-là. Et donc ça peut aussi favoriser une hygrométrie légèrement plus importante dans le terrarium que dans la pièce. Vrai, pas vrai, je sais pas, honnêtement j'ai pas d'hygromètre. Voilà. Non mais voilà, ça c'est pareil, c'est un truc que j'abordais dans la première partie de la vidéo. L'hygrométrie, je vais pas dire que c'est nul. L'hygrométrie, ça reste un indice qui potentiellement peut être intéressant quand on est entre guillemets sur l'étude d'environnement, sur ce genre de choses là. Maintenant je pense que quand on est en captivité, je pense que Salvatore me rejoindra, quand on est en captivité, l'hygrométrie, on n'est pas là à surveiller comme sur un thermomètre au pourcentage près, à avoir absolument tant ou tant d'hygrométrie. Et puis alors là, pour le coup, toi qui es en méthode sèche, je pense que l'hygrométrie dans tes terrains, t'en as littéralement rien à secouer, quoi. Complètement. Comme je disais, j'ai pas d'hygromètre, je dois en avoir un qui traîne, mais j'ai plus de pile. Donc comme ça, le problème est réglé. Non, je regarde absolument pas l'hygrométrie. Je dirais que leur hygrométrie, elle va se créer d'elle-même, comme je disais tout à l'heure, avec
Le fait que l'humidité stagne sur la partie haute du terrarium, éventuellement avec l'évaporation naturelle du bac d'eau. Ouais. Bon, pourquoi pas. Puis de toute façon, l'hygrométrie ambiante qu'on a Voilà. chez nous. L'hygrométrie ambiante qu'on a chez nous. Parce que c'est pareil, tout à l'heure on parlait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on parlait de la rosée du matin, on parlait de la pluie, on parlait un petit peu de toutes ces choses-là. Mais d'un autre côté, c'est un environnement qui est totalement ouvert. Ah oui. Je veux dire, ils ont beau être dans la canopée ou un peu plus bas suivant leur âge, etc. Enfin, c'est un environnement qui est totalement ouvert. Donc l'air ne stagne pas, c'est un frisaire qui est permanent, chose qu'on est. Je dirais pas qu'on est incapable de reproduire en terrariophilie, parce que certains ont réussi à le faire. Ça demande un certain nombre d'installs quand même. Et ça demande aussi un certain budget. Donc voilà, donc en fait, on est vraiment dans quelque chose d'assez atypique, où pour moi, et là ça n'engage que moi, étant donné qu'on est dans un environnement qui est totalement clos, moi je me refuse de vouloir reproduire les conditions naturelles de leur habitat, quoi. Enfin, j'y arriverai pas. J'ai largement pas cette prétention, j'y arriverai pas, donc tant qu'à faire, j'essaye de faire au mieux, de façon la plus saine possible. Alors après, on aime ou on n'aime pas, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Moi je mets des alaises au sol, pour plein de raisons. La première, c'est que j'essaye de limiter l'intrusion dans le terrarium. Donc moi j'arrive, je suis là, je suis grand géant vert, je mets les mains dans le terrarium, donc tout de suite c'est la crainte, c'est tout ce qu'on veut. Donc le principe des alaises, ça me permet tout simplement de nettoyer rapidement, sachant que c'est étanche en dessous, c'est très simple. C'est pareil, ça vient pas de moi, hein. Y a plein de gens qui utilisent les alaises. Bien sûr. Je préfère ça au papier journal. Pour tout ça, c'est pareil, il y a plusieurs sons de cloche. Encore une fois, on en reviendra toujours à la même chose. Des différences dans la méthodologie d'élevage, vous en trouverez partout. On n'a pas vocation à vous dire que la nôtre est la meilleure, vous voyez, la preuve, moi par exemple je maintiens sur substrat, Salvatore il maintient sur des alaises, Jack que vous avez pu voir dans une vidéo précédente maintient sur journal. Voilà, il y a plein de méthodologies différentes. L'important c'est votre assiduité à vous. Il est évident que par exemple le papier journal, ça va nécessiter un nettoyage quasi quotidien, parce que dès que l'animal il va pisser sur la feuille de journal ou autre, l'encre peut sortir, se déteindre un peu sur la bête, il peut y avoir plein de trucs à prendre en compte. Moi par exemple dans le substrat, c'est pareil, j'ai plutôt intérêt à enlever tout de suite dès qu'ils vont avoir chié ou dès qu'il va y avoir des grosses déjections, parce que le substrat a tendance à accélérer un petit peu les moisissures ou ce genre de choses là. Donc il faut y être quotidiennement et avoir un temps, je dirais, d'entretien prévu dans son planning au quotidien pour que ça reste carré et que ce soit propre. L'avantage pour le coup, et je l'ai vécu parce que la laisse, j'y suis passé aussi, l'avantage de la laisse, c'est que déjà quand il pisse ou quand il chie, on le voit tout de suite, un peu comme avec le journal dans l'idée, donc ça permet d'intervenir immédiatement. Et au-delà de ça, on va avoir une absorption qui, je pense, même par rapport au substrat, qui est sans égal. C'est quand même fait pour, à la base, absorber toutes les déjections, etc. Donc pour le coup, sur l'abso, on est plutôt pas mal. En plus, je dirais que toi, ça te gêne peut-être 2 fois moins que des personnes qui auraient des espèces terricoles, parce que tes snakes ne sont jamais au sol. Non, en tout cas les viridis ne sont jamais au sol. Enfin, ça arrive, hein, c'est très rare. Ils se baladent le soir. De temps en temps, ils passent même sous la laisse de temps en temps. Ça stagne pas, mais comme ça stagne on pourrait pas, voir un boa ou autre stagner sur un coin. Il stagne pas au sol, donc c'est d'autant plus simple. C'est ça, et puis à partir du moment où vous êtes assidu dans votre entretien et que c'est nettoyé dès que c'est fait, dès qu'il y a déjection que c'est nettoyé, je pense qu'il n'y a pas de problème. On peut critiquer tout ce qu'on voudra bien, l'important encore une fois c'est le maintien dans des bonnes conditions des animaux et surtout dans des conditions saines. Et là je pense que pour le coup, il n'y a pas plus sain, quoi. Alors après tout à l'heure on pourra en revenir un peu à l'hygrométrie, méthode sèche, méthode humide, etc. Je pense que dans ce type de terrarium, qui moi me sert en fait, ce terrarium-là me sert de terrarium de quarantaine. Il m'est arrivé d'avoir, comme tout le monde, des maladies, parce que on parlait tout à l'heure d'infections respiratoires. Le fait d'être en méthode sèche ne m'a pas évité d'avoir quelques infections respiratoires sur une ou deux de mes bêtes. Voilà, parce que l'infection respiratoire peut être liée à la fois à l'hygrométrie, à ces bactéries qui se développent au niveau de l'hygrométrie. Ça peut être dû à un coup de froid, ça peut être dû aussi à un virus, tout bêtement. Ça peut être dû à plein de choses, ça peut être lié au stress, les viridis ont tendance à énormément stresser. Gros coup de panique, et puis ça part tout de suite en infection respiratoire, il peut y avoir plein de raisons. Mais je dirais que dans ce type de terrarium-là, c'est peut-être plus simple d'être en méthode humide, parce qu'on a une vraie ventilation vers le haut. Vraiment là, on évacue bien par la grille. Donc c'est un peu plus compliqué à gérer pour moi, à mon avis, en termes de chaleur.
parce que du coup la chaleur beaucoup de déperdition. monte, donc il y a énormément de déperdition, donc Ouais. il faut un chauffage qui soit un peu plus puissant. Après, tout à l'heure dans la vidéo, Mike abordait le sujet de la dimension du terrarium. Donc moi, comme vous pouvez le voir, tout le monde est dans les mêmes dimensions. Il y a plusieurs localités, il y a du Haru, du Sorong, du Jayapura, du Biak. Pareil, j'ai pris le parti moi de les mettre plus dans le sens de la largeur que dans le sens de la hauteur. Au départ, parce que ça s'est trouvé un petit peu comme ça. Voilà, j'ai vu des terrariums aménagés comme ça. Ça m'a plutôt plu et puis donc j'ai commencé à en faire un. Et en aménager un de cette façon, et puis après j'ai commencé à me poser des questions, parce que je me suis dit est-ce que c'est vraiment la meilleure des choses ou pas, Et en fait c'est pareil, je me suis dit que le principal pour eux c'était déjà d'être au point le plus haut. Donc je me suis demandé aussi de quelle façon allait se faire le gradient, et le gradient thermique. Qu'est-ce qui est le plus simple? Est-ce qu'il est plus naturel pour eux de descendre pour trouver de la fraîcheur? Sachant que je ne suis pas persuadé qu'en descendant de quelques centimètres sur leur arbre, ils aient un réel gradient. Ou est-ce qu'il n'est pas plus simple de se déplacer latéralement sur des parties de branches qui vont être peut-être un peu plus ensoleillées, un peu moins ensoleillées, à l'ombre ou quoi que ce soit. Et surtout, est-ce qu'il ne serait pas plus à découvert s'ils descendaient ou s'ils montaient? Naturellement, ils se déplaceraient peut-être plus latéralement, pour essayer de jouer sur leur température corporelle. Parce que, excuse-moi, mais il y a aussi un truc qu'il faut souligner par rapport à ça, c'est que on est tous d'accord qu'on est sur là un animal purement arboricole. Ouais. Ok. Donc, comme Salvatore le dit, il va être en hauteur dans son terrain, etc. D'accord. Seulement, faut pas perdre de vue une chose, c'est que on en revient au milieu clos. Ils seront de toute façon, même si vous avez du terrain de 90 de haut, ils seront jamais qu'à 90 cm de haut, quoi. Le gradient, donc du coup, moi je le fais latéral. Je le fais vraiment latéralement et ça leur permet de rester toujours au perché, de rester toujours au point haut. Vous verrez aussi sur les photos, j'ai deux perches qui sont pour ainsi dire à la même hauteur. Seulement il y en a une qui passe donc sous le plafond chauffant. Et puis il y en a une autre qui est totalement sur l'arrière. En fait mon plafond chauffant est là, tout simplement. Il est à ce niveau-là, donc cette perche-là leur permet d'être vraiment sous plafond chauffant. Alors, en termes de température, je suis 29-30, voilà, dans ces eaux-là, au point chaud. De l'autre côté, je suis à la température de la pièce, forcément, de ce côté-là, donc je suis à la température de la pièce. Ce qui est intéressant, en fait, quand vous allez voir un petit peu toutes les photos que va vous mettre Mike à disposition, c'est qu'en fin de compte, il n'y en a aucun sous plafond chauffant. C'est vrai. Aucun. Il y a la femelle Biak qui est à l'arrière, du coup qui s'est rapprochée du plafond chauffant, mais qui n'est pas du tout sous plafond chauffant. Moi j'ai pris le parti de dire, je leur mets un point chaud à disposition. Ce point chaud est à 29, 30, enfin voilà, ça va dépendre aussi de la température de la pièce, enfin bon, voilà, ça va dépendre de la saison, ça va dépendre de plein de choses. Et le reste du terrarium est à température ambiante de la pièce qui est, voilà, par exemple, on est à 27 degrés. Le matin c'est un peu plus frais, forcément, enfin la nuit, le matin c'est un peu plus frais, au fur et à mesure de la journée ça se réchauffe un peu. En leur mettant à disposition donc le plafond chauffant sur la gauche et en ne mettant aucun chauffage sur la droite, on crée naturellement un gradient thermique qui fait que ils vont peut-être avoir 30 ici, 29,5 là, 29 là, 28 ici et puis 27 au bout. Donc ça leur permet vraiment de se placer où ils veulent. Je vois pas d'autres solutions, en tout cas chez moi. Ils le vivent plutôt bien, ils sont tous côté UV. Alors ils ont des UV aussi, je les lésine pas sur les UV, moi je mets du 10. Ah. Je mets du 10. Ça me fait plaisir que tu le dises, tu vois. Voilà. Je mets du 10 tout simplement parce que c'est pareil. À partir du moment où ils ont la possibilité de se cacher en fait des UV, je vois pas pourquoi je leur mettrais pas du 10 quand ils sont en plein soleil. Ils se prennent quand même vachement plus que 10.0 dans les dents. Du coup, je leur mets du 10 à disposition, ils s'y mettent s'ils veulent et en fait, ils y sont beaucoup. Sur une discussion l'autre jour qui parlait des UV, je parlais de ce bouquin d'ailleurs, qui est juste la Bible. C'est une bonne mine d'infos. La Bible du Virilis. Et j'ai pas marqué la page, mais je sais plus à quel niveau. Greg Maxwell avance l'hypothèse que les UV sont bénéfiques pour soigner les infections respiratoires. Je sais pas si... Mais de toute façon, je pense qu'il y a plein de niveaux métaboliques
les UV interviennent. Je pense. Je pense aussi. Enfin, c'est comme nous, je veux dire, demain, je te prends, je t'enlève de chez toi, je te mets dans une boîte noire, tu vois plus le soleil. Au bout d'une semaine, on en reparle, quoi. Ouais, et ça, c'est valable pour tous les serpents. Hein, je veux dire, oui, sur tout le à fait. principe. Alors moi, j'en mets pas pour tout le monde. Hein. Tout à fait. J'ai que les viridis à qui j'en mets, mais bon. Après, pour moi, on pourrait en mettre effectivement à tous les serpents. Sur À le partir principe, du moment où ils peuvent s'en cacher. C'est ça. Voilà. Si on les laisse continuellement exposés aux UV, C'est pas terrible. là, je pense pas que ce soit super. Mais du coup, voilà, du coup, on voit qu'ils sont, enfin, vous le verrez sur les photos, ils sont tous au point froid ou à un niveau médian, Ouais. mais il n'y en a aucun sous les plafonds chauffants. Mais par contre, je leur laisse à disposition ce point chaud. Ils y vont de temps en temps. Je dirais pas que c'est rare, mais ils y vont quand même de temps en temps. Mais sinon, la plupart du temps, ils sont au fond, à droite du terrarium. Principalement, ce qui est intéressant, c'est vraiment ta méthodologie sur la méthode sèche. Aujourd'hui, je pense que c'est une méthode qui est boudée et qui n'est pas suffisamment représentée. Alors que, je veux dire, t'es pas le seul dans mon entourage à fonctionner comme ça. Moi, j'en connais plein, des éleveurs ou même simplement des personnes qui maintiennent le viridis, qui le maintiennent en méthode sèche. Les animaux vont très très bien, évoluent parfaitement bien, muent correctement, mangent correctement, se reproduisent correctement. Voilà. Donc, moi, l'objectif, c'était vraiment ça, de mettre en lumière le fait que, comme on le dit dès le départ, il n'y a pas qu'une seule bonne façon de faire. Non. Il y a pas c'est avant tout de l'observation et de l'adaptation et à ces spécimens. Le principal, c'est vraiment d'observer ces animaux. Voilà. Moi, si j'avais pas observé le fait qu'ils allaient tous boire, j'aurais pas arrêté de vaporiser. Le premier conseil qu'on pourrait vous donner, observez vos animaux, quels qu'ils soient. Ouais, c'est clair. Passez du temps devant vos terras, regardez-les se mouvoir, bouger, quand ils commencent à avoir la dalle, quel comportement ils ont, quand ils stressent, quel comportement ils ont, sous telle ou telle température, est-ce qu'il y a une différence de comportement, de mouvance, de tout ça. Tout ça, c'est autant d'indices et autant de paramètres qui peuvent vous permettre de pousser un petit peu plus en avant, entre guillemets, vos recherches dans les différents paramètres de maintenance exactement, pour pouvoir voilà, vous dire, bah là, si je baisse un peu, ça se passe comme ci et comme ça, si je monte un peu, il se passe ci ou ça. Voilà, c'est de l'observation, c'est 80% du taf de quelqu'un qui maintient en captivité, c'est l'observation. Donc n'ayez pas peur. C'est l'observation, il ne faut pas avoir peur de tester. Alors c'est vrai que des fois de tester, ça passe ou ça casse. Sur des bêtes comme ça, c'est vrai que quand ça casse, ça fait mal. Mais bon, d'un autre côté, si on teste pas, on n'avance pas. Alors moi je me considère pas du tout comme un testeur, hein, loin de là. Moi j'ai rien découvert, j'ai rien. Tout ce que j'applique, c'est des choses qui sont déjà appliquées par d'autres en règle générale. Je pense pas avoir inventé quoi que ce soit, ça se saurait. Et donc voilà, donc c'est juste que j'ai pris des morceaux d'un côté, de l'autre. Enfin j'ai essayé de comprendre pourquoi je devrais appliquer plus telle ou telle méthode. Enfin, sur les repas, moi les repas par exemple, je les nourrissais tous les 10-15 jours. Alors effectivement, ça pousse moins vite, effectivement, c'est moins impressionnant en termes de gabarit et compagnie. Donc effectivement, ils sont moins gros, ils sont moins grands, en tout cas moins vite. Parce que je pense qu'à terme ils arriveront à la même taille ils arriveront à leur taille définitive. Hein. Je pense pas que Christophe de Chavannes ait été moins nourri que David Douillet. Pourtant, David Douillet est quand même vachement plus grand, vachement plus balèze. Que Christophe de Chavannes, et je pense pas du tout que ce soit parce que les parents de Chavannes ont été radins sur la nourriture. Donc je pense qu'à terme, c'est inscrit biologiquement, ils doivent arriver à une taille, ils y arriveront plus ou moins vite. Moi je préfère qu'ils poussent moins vite, parce que je préfère qu'ils aient aussi moins de graisse, Enfin si on leur donne constamment à bouffer, en fin de compte on les observe pas. Parce que du coup ils bougent pas. C'est ça. Ils chassent pas, il n'y a pas d'activité, en fin de compte ils engraissent sur leur dos. Vous le voyez, il y a différentes façons de faire. À vous de réfléchir un peu, à vous de vous prendre un petit peu en main, d'activer un petit peu le processus de réflexion et d'essayer de vous mettre à la place de l'animal et d'essayer de vous adapter au mieux en fonction de l'espèce que vous maintiendrez. Là aujourd'hui c'est une vidéo sur le viridis, donc de vous adapter au mieux à ses besoins. Évitez de prendre trop en considération les vôtres, parce qu'encore une fois on est là pour la maintenance et le bien-être des animaux. Ouais. Pas de s'astiquer le bout devant les terras en se faisant passer pour les rois du monde. Bah ouais non mais ça non. C'est pour ça que les carreaux sont crades. C'est pour ça que les carreaux sont crades. Ah c'était ça en fait. Oh merde. Tout à l'heure on parlait de s'astiquer le bout, je pense qu'il faut arrêter de s'astiquer le bout partout, y compris sur les réseaux sociaux et compagnie, où on voit plein de gens qui sortent des vérités dans tous les sens. Il n'y a pas de vérité, quoi. Je veux dire, la seule vérité, c'est celle qui, à un endroit donné, à un moment donné, fonctionne.
Maintenant, C'est ça. voilà, cette vérité-là, elle n'est pas forcément transposable chez Ailleurs. quelqu'un d'autre. Et à partir du moment où on voit des bêtes qui sont en bonne santé, à partir du moment où on voit des gens qui prennent soin de leurs animaux de la bonne façon, dans le sens où voilà, c'est pas... Ils s'investissent vraiment. Un animal dans un beau terrarium, c'est pas forcément un animal bien maintenu. Bah voilà, donc c'était la méthode sèche by Salvatore, que je remercie au passage parce que je sais que peu sélectif. Ouais. Donc franchement ça me fait plaisir, ça me touche énormément. Je laisse très peu de gens rentrer dans les pièces. Et puis en plus vous y avez tous eu droit, donc là Voilà. c'est vraiment royal. Donc merci, un grand merci à toi, Bah, c'est de rien. vraiment sincère. Toujours pareil, merci à vous de nous suivre. Encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, qu'on n'a pas abordées, posez-les dans les coms, on se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions pour Salvatore, pareil, hein, mettez-les, je ferai suivre, il n'y a pas de problème. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que globalement on a répondu à tout ce que vous vous demandiez et qu'on vous a montré tout ce qui était plus ou moins possible de faire en termes de maintenance pour vos Viridis. Et puis sur ça on va vous laisser. Moi je vous dis à très bientôt sur M&M et puis voilà, profitez bien. Merci, au revoir. Hop. Salut. Salut. Goodbye.